أيها الحضور الكريم، إذن بسم الله نطلق الأشغال الأعمال العلمية لهذه الندوة ونفتتحها بمحاضرة افتتاحية لخبير في المجال بروفيسور ألان كيرلان. بطبيعة الحال مجموعة ديال الطلبة ديالنا كيعرفوا لأن دائما نحيل عليه في مجموعة من المحطات ومجموعة من الدروس ديالنا. هو بطبيعة الحال أستاذ فخري لي في جامعة ليمير 2، ومتخصص في فلسفة التربية وتاريخ الأفكار، وله العديد من الكتابات. يعني من الصعب أنني نستعرض لكم يعني كل الأشياء التي كتبها، فله إسهامات كبيرة وعميقة ومهمة جدا. ويكفي أن أشير إلى مسألتين أساسيتين. عندما يتحدث ألان كيرلان عن الفن في علاقته بالمدرسة يستحضر استعارتين جميلتين، deux métaphores. La première, c'est la métaphore du cheval de Troie. حصار طروادة. يعتبر أن دخول الفن للمدرسة شبيه ب أو يمكن تشبيهه بحكاية أو بحصان طروادة، على اعتبار أن الفن عندما يدخل إلى المدرسة يقلب كثير من البنيات، يحول الكثير من العلاقات، يغير الكثير من المقاربات، مثلما غير حصان طروادة موازين القوى في حرب طروادة الشهيرة. والاستعارة الثانية، la deuxième métaphore, c'est le fou des échecs. هو المجنون في قطعة الشطرنج. وبروفيسور ألان كيرلان يقارن بين موقع الفنان وموقع المدرس داخل المدرسة. هو بالنسبة إليه المدرس داخل المدرسة هو بمثابة لو روا بالنسبة للإيشيك، يتحرك فقط في المربع الذي طبيعة الحال تستحضر ليزيشيك. الشطرنج يتحرك في المربع الذي يحيط به، بينما لو فو فكاين لا دياغونال دو فو يتحرك. إذن هو رمز للحرية، رمز للتحرر، رمز لمجموعة من الأشياء. إذن تكفي هاتان الاستعارتان فقط لكي نفهم جيدا الأثر الذي يحدثه الفن داخل المدرسة والتحولات والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عندما تحتضن المدرسة الفن طبعا الحال عبر الجسر الطبيعي اللي هو التربية الفنية والثقافية. سيقترح علينا البروفيسور ألان كيرلان محاضرة تحت عنوان l'éducation artistique aujourd'hui, émancipation ou normalisation, l'expérience esthétique comme enjeu éducatif et démocratique. ترجمة تقريبية التربية الفنية اليوم، تحرير أم تطبيع التجربة الجمالية باعتبارها رهانا تربويا وديمقراطيا. الكلمة لك. La parole est à vous, professeur Alain Kerlan. Alors d'abord, je voudrais commencer par remercier toute l'équipe et le professeur Hassan Yousfi de cette invitation. Ça nous fait plaisir. Donc, Marie-Christine Bordeaux et moi-même, nous sommes des spécialistes d'éducation artistique et culturelle, mais aussi des militants, et de voir autant de personnes mobilisées du sommet de l'État jusqu'à la classe en fonction de nos propres engagements, ça fait chaud au cœur. Donc merci à vous, merci de votre présence. Alors vous voyez, ce titre peut-être peut vous intriguer, puisque je sais bien que nous sommes dans un colloque qui porte sur le numérique et il n'y a pas le mot numérique dedans. Donc je vais m'en expliquer rapidement. Vous voyez, les mots que j'ai mis en avant, ce sont des mots qui sont plutôt du champ politique, émancipation et démocratie. Alors, je vais m'en expliquer rapidement avec les diapositives qui suivent, avec un petit préambule, pour situer un petit peu les choses. Bon, vous le savez donc comme moi, on le constate aujourd'hui, le numérique se présente, comme se sont présentées d'ailleurs au préalable bien d'autres technologies, comme la possibilité d'un grand progrès pour l'éducation. Et cela suscite un enthousiasme, bien sûr, des éducateurs, et aussi du côté des politiques, des décideurs, qui voient, on l'a vu par la période de la Covid, par exemple, certains ont rêvé d'une école qui serait totalement informatisée et à distance. Donc ça pouvait aller aussi jusque-là. Alors, que le domaine de l'EAC n'échappe pas à la tentation du numérique, ce n'est pas pour nous étonner, bien sûr. Mais ce qui me paraît important, et je voudrais partir de là, c'est que ce recours se présente comme un outil de démocratisation. Enfin permettre au plus grand nombre d'accéder
de se rapprocher de l'art et de la culture à travers les musées numérisés, etc. Alors, bon, pour le dire très rapidement, je mesure tout l'intérêt de cela. Je ne suis pas technophobe, hein, bien sûr. Je ne suis pas non plus technophile, je ne jure pas que par la technique. Mais lorsque donc, le professeur Hassan Youfi m'a demandé donc, si j'accepterais d'intervenir, j'ai un petit moment hésité, parce que je ne suis pas spécialiste du numérique, mais j'ai commencé à réfléchir et j'ai constaté que c'était l'occasion d'une réflexion approfondie sur ce qu'est l'éducation artistique et culturelle. Face au défi du numérique, au fond, la vraie question aussi, pas la vraie, mais une des grandes questions à se poser, mais qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont les finalités, les objectifs, les enjeux de l'éducation artistique et culturelle? Voilà la démarche que j'ai entreprise. Alors je l'ai mis sous une formule, hein, donc un petit peu passe-partout. Est-ce que l'EAC est soluble dans le numérique? Voilà, pour le dire très très vite. Donc je vous propose, c'est ce que je vais m'engager là pour le moment, de mettre en perspective le numérique pour approfondir une réflexion sur ce qu'est l'EAC, et ça va passer par la question de la démocratisation et l'expérience esthétique. Donc voilà. Alors voilà en gros quelle va être ma problématique hein, ici. Donc, comme je le disais, le numérique, ou la conviction en tous les cas, c'est cette idée que grâce au numérique, on va aller très loin dans le AC et voire même quelquefois la présenter comme étant la solution. Hein, donc ça repose sur une conception de l'EAC qui pourrait quelquefois trop la réduire à l'accès aux œuvres. Donc c'est un élément dont je me méfie un petit peu. Et du coup, j'ai posé deux questions. La première, hein, donc, est-ce que cette réduction est légitime? Et je pense que comme moi, vous pensez que non. Hein. Bon, bien sûr, on ne peut pas limiter l'EAC à ça. Et puis, une autre question tout aussi importante, est-ce que l'accès par le biais du numérique aux œuvres est suffisante et constitue un véritable accès aux œuvres et non pas autre chose qu'à l'œuvre elle-même? Voilà. Donc ce sont peut-être les deux interrogations qui vont un petit peu me guider. Mais pour moi, bon, moi qui suis philosophe, hein, donc, je me méfie du fait que cet engouement pour le numérique pourrait masquer des interrogations de fond, des interrogations donc, capitales et d'ordre philosophique qui touchent à la fois à la question de l'esthétique, mais aussi à la question de la phénoménologie, c'est-à-dire du rapport que nous entretenons avec le monde. Hein. Donc le numérique il a un rapport au monde. Est-ce que l'art peut trouver totalement son compte dans ce rapport-là? Quelle relation entre les deux? Je vais m'y arrêter un petit moment. Alors, pour le résumer en un mot, je suis convaincu que le moment est venu, ou jamais, il l'a toujours été, mais le numérique renforce ce moment-là, de prendre le temps de s'arrêter sur les fondements philosophiques et esthétiques de l'éducation artistique et culturelle, et de continuer à en clarifier donc les fondements. Voilà. Alors, bon, le premier point sur lequel donc, je m'arrête est la question de la démocratisation culturelle. Hein, donc, ce qui est, bien sûr, tout à fait central dans la problématique du numérique. Alors, je crois que je vais commencer par évoquer les différentes phases de la démocratisation culturelle. Quand je dis phase, bon, il y a un aspect peut-être un petit peu chronologique, mais c'est plus des idées de strates, au fond, que je retiendrai. Donc, quand on réfléchit et quand on veut définir ce qu'est la démocratisation culturelle, la première chose, c'est de dire la démocratie culturelle ou la démocratisation culturelle consiste à permettre à tous, au plus grand nombre, d'accéder aux œuvres qui jusque-là étaient réservées uniquement à quelques-uns, bon, voilà, aux œuvres et aux lieux d'art et de culture donc, du même coup. Est-ce que ça suffit? On a fait de gros progrès, en tout cas dans de nombreux pays, sur cette question-là. Est-ce suffisant? On en voit tout à fait les limites, hein, j'y reviendrai également. Et notamment, peut-être je vais l'évoquer rapidement ici, on a tous fait cette expérience hein, de classe qu'on emmène au musée, et puis en fait on a l'impression qu'il ne se passe rien. La rencontre n'a pas lieu. Vous voyez, donc l'accès aux œuvres n'est pas la clé, ou en tous les cas l'assurance que la rencontre aura lieu. À un moment avait circulé sur les réseaux une photographie comme ça assez emblématique, où on voyait dans un grand musée, je crois que c'était à Amsterdam, vous savez, où il y a ces énormes poufs, comme ça, donc il y avait toute une classe qui était assise au pied d'un chef-d'œuvre,
le nez dans le smartphone. Ils ne regardaient même plus l'œuvre, ils étaient donc... Alors peut-être, on peut me dire, oui, mais ils cherchaient, peut-être que leur professeur leur avait dit, ou le médiateur leur avait dit, intéressez-vous à cet artiste, à ce tableau. Mais on voit bien que là, on est dans une sorte de... presque de confusion entre la dimension artistique et sensible et la dimension intellectuelle. Croire qu'il suffit de connaître l'histoire du tableau pour le rencontrer, c'est certainement insuffisant également. Si je passe maintenant à la deuxième phase ou strate de la démocratisation culturelle, bon, le but c'est aussi de permettre à chacun, on l'évoquait encore tout à l'heure en aparté, là au moment de cette petite pause, de permettre à chacun d'accéder à la pratique artistique de son choix. Là aussi, les progrès sont, dans de nombreux pays, en France, considérables, notamment en musique. Les conservatoires se sont multipliés donc, à partir de là. Mais là encore, nous avons tous cette expérience, par exemple avec nos propres enfants, qui ont fait 3 à 4 années de violon, qui n'en pouvaient plus personne n'en pouvait dans la famille d'ailleurs. La rencontre avec l'instrument n'a pas eu lieu. Et donc l'hypothèse que je fais, c'est qu'il manque une strate, qui est un petit peu le fondement de tout ça, qui est la véritable rencontre avec l'œuvre, et ce qu'on appelle en philosophie depuis longtemps l'expérience esthétique. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il y a une troisième phase qui est absolument nécessaire dans la démocratisation, c'est celle de permettre l'accès de tous à une véritable expérience esthétique. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Et c'est pas une nouvelle phase, enfin, c'est une nouvelle phase, mais en même temps, c'est un fondement. Parce que si la rencontre n'a pas eu lieu avec l'instrument, comme je l'évoquais à propos de la pratique, ou si elle n'a pas eu lieu avec le tableau au musée, c'est parce que cette rencontre n'a pas été véritablement un moment d'une véritable expérience. Donc, l'enjeu est donc de tout mettre en place pour cela. Alors du coup, et ça renvoie à l'autre partie de mon tableau, ça suppose une conception de la démocratie un petit peu différente. On a trop une conception quantitative souvent. Donc on va mesurer la réussite d'une politique culturelle au nombre, à l'élévation du nombre d'élèves ou de citoyens qui vont au musée. On a une vision quantitative. Mais est-ce que c'est vraiment ça la démocratie? Et là, en m'appuyant plutôt sur les théories de John Dewey, le philosophe américain, repris par Joëlle Zask, qui en est une des traductrices, qu'est-ce que signifie démocratiser? Et dans l'esprit de John Dewey, démocratiser, ce n'est pas seulement donner la même chose à tout le monde. La démocratisation, ça consiste à permettre à chacun une distribution des biens sociaux et culturels qui l'encourage en tant qu'individu, qui le forme en tant que personne. Vous voyez, donc là, on est sur une conception donc, de la démocratisation qui est centrée sur l'individuation et qui, du même coup, ne peut pas se satisfaire simplement du nombre, qui demande une action en direction des personnes elles-mêmes de façon plus directe. Alors, la conséquence que j'en tirerai, c'est de simplement donc, porter l'accent sur le fait que la clé de la démocratisation, elle est bien dans l'expérience esthétique. S'il n'y a pas d'expérience esthétique, il n'y a pas de démocratisation. Donc, si l'EAC a un sens, l'éducation culturelle a un sens, c'est peut-être d'abord d'être cette initiation à la vie esthétique. C'est un terme auquel je tiens. Elle est donc l'autre dimension de la démocratisation, comme je l'ai noté, et même le fondement le plus solide. Si on veut véritablement que la démocratisation se fasse, il faut que ce socle de la rencontre esthétique ait lieu. Et il faut donc en donner les moyens. Et il est nécessaire à l'accomplissement des deux autres, comme je le disais donc, à l'instant. Alors, donc, l'initiation esthétique, si on l'entend au sens où je viens de le dire, c'est à la fois le but de l'EAC, mais ça en est aussi le moyen et le contenu. Tout dispositif d'éducation artistique et culturelle doit permettre aux étudiants, aux élèves, ou à quelque personne que ce soit, d'accéder à cette expérience. Alors vous avez là une petite illustration, donc je vous en dis 2 mots parce que c'est une résidence artistique donc qui était liée à un théâtre donc à Saint-Nazaire, donc un port français.
dans la classe, là, vous le voyez, les élèves ont commencé à travailler sur une installation qu'ils ont créée à partir de petites structures très très légères qui sont accrochées au plafond et des jeux d'ombre ensuite. On est vraiment, vous voyez là sur l'idée d'expérience. Alors je mets les diapos suivants parce que pour vous en donner un petit peu le processus, c'est une résidence à laquelle j'étais associé. D'ailleurs, j'interviens de temps en temps avec des amis artistes, donc dans des résidences qui sont à la fois artistiques et philosophiques. Et ici, donc, le point de départ donc, du travail qui a été fait avec cet artiste est vraiment une sensibilisation de type esthétique à partir de choses extrêmement légères, hein, puisque on a invité les enfants à aller à la recherche donc, de jeux d'ombre et de lumière. Oui, alors certains ont pris un sac en plastique là et ont mis un projecteur, d'autres se sont servis de la lumière justement d'un rétroprojecteur, donc ce côté bleuté, on lançait donc un plastique en face. Ensuite, de quoi donc, le travail s'est fait en classe de fabrication de petits vaisseaux en plastique et en petits morceaux de bois, et avec un principe esthétique et artistique à la fois important, c'est que, on le voit peut-être encore mieux d'ailleurs sur la diapositive suivante, vous voyez que les petites structures là, de plastique et de bois sont fabriquées et accrochées au plafond. Donc ce qui oblige les enfants à accepter éventuellement l'effet du hasard. C'est-à-dire qu'avec un pistolet à colle, quand vous mettez de la pistolet à colle comme ça sur un truc qui est en hauteur, ben ça dégouline de tout partout, et donc ça casse l'idée qu'il faut fabriquer un vaisseau qui soit une image. Non, il faut fabriquer un vaisseau qui soit plus sensible que purement visuel. Voilà. Alors, donc, j'en viens au cœur du sujet, donc du même coup, l'important c'est de bien s'accorder sur ce qu'est l'expérience esthétique. Et à partir de là, on peut peut-être, et j'y viendrai après bien sûr, engager la réflexion sur l'apport du numérique dans le cadre de cette problématique-là. Alors le premier point, je crois qu'il est important de souligner, c'est que quand on parle d'expérience esthétique, enfin, si on n'a pas le temps de faire ça ici, mais si je demandais à chacun de me donner un exemple d'expérience esthétique, on aurait une très très grande diversité, hein, bien sûr. Mais là, la diversité, je l'ai empruntée donc, à un philosophe qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer, dans un livre dont je conseille la lecture, qui s'appelle L'expérience esthétique. Et là, c'est dans un autre livre, c'est dans La duel esthétique, où il commence justement par là. Donc, il dit, si vous voulez parler d'expérience esthétique, commencez par prendre en compte sa grande diversité. Alors, il évoque plusieurs choses. Donc, par exemple, un insomniaque qui trouve le repos en écoutant le chant matinal des oiseaux. Voilà. Ce que vous avez entendu tout à l'heure, voilà une expérience esthétique, hein, bien entendu. Mais ça peut être quelqu'un qui est passionné par l'art contemporain, ou qui peut être déçu par une exposition consacrée à Joseph Beuys, par exemple. Mais ça peut être, alors là, ça nous plonge dans un autre domaine, la lecture d'un roman, c'est aussi une expérience esthétique d'un tout autre ordre, mais qui a quelque chose de commun. Et l'important, c'est de bien s'accorder sur le commun. Il évoque également une dimension plus historique, hein, donc un courtisan de l'époque du roi Soleil, qui assiste à une représentation de Phèdre, par exemple. Changeons d'aire géographique, une jeune femme japonaise du XIe siècle qui est émue par la contemplation d'un jardin recouvert de rosée, c'est aussi une expérience esthétique. Vous voyez que progressivement, on est en train de glisser de ce qui est vraiment considéré comme de l'art à quelque chose qui est de l'ordre du quotidien. Et ça, c'est extrêmement important. Ou encore donc, des villageois assis en cercle autour d'un aède grec, ou Page de Maefna peut-être au Maroc autour d'un conteur, c'est la même chose. Voilà. Des touristes qui admirent le Grand Canyon, là on est sur un registre différent, ou encore un maître de thé qui soupèse donc son thé. Vous voyez, on a à la fois une très grande diversité culturelle, c'est la première chose, donc quel que soit le type de culture, derrière cela il y a une expérience comparable. Mais on est aussi sur un terrain de l'expérience beaucoup plus ordinaire et quotidienne. Hein, donc, dans la relation avec la nature, notamment. Voilà. Alors, ça, je crois que c'est très important de commencer par là. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans l'idée que l'expérience esthétique, c'est uniquement avec les œuvres d'art que ça se fait.
Parce que sinon, ça n'arriverait jamais, notamment pour tous ceux qui en sont éloignés. Voilà. Donc, je vais insister là-dessus un peu plus longuement après. Mais au préalable, il y a comme un point sur lequel je m'arrête et qu'il faut souligner. C'est que là, je viens d'évoquer une grande diversité à la fois artistique, enfin, culturelle et enfin, naturelle, on va dire. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'expérience esthétique à chaque fois dans ce moment-là? Il faudrait peut-être qu'on s'accorde là-dessus. Bien, je crois que l'explication, c'est que on a chaque fois, dans tous les moments qu'on vient d'évoquer et dans tous ceux auxquels vous pouvez penser, une conduite particulière, une manière de se comporter face au monde ou aux choses tout à fait spécifique et qui est marquée par une attention très importante, mais qui porte sur les apparences elles-mêmes, sur le sensible. Vous voyez, ce n'est pas une attention intellectuelle, c'est une attention véritablement qui est esthétique, qui porte ce nom-là. Et on parlait, je crois, je ne sais plus si c'est tout à l'heure autour d'un café, de problèmes d'attention chez les enfants. On constate un peu partout, en France énormément, que c'est un énorme problème que de voir diminuer la capacité d'attention des tout jeunes enfants. Ben là, vous êtes dans une école maternelle à Lyon, une classe des petits moyens, donc ils ont 4 ans, hein, quelque chose comme ça. Eh bien, on constate que des enfants de 4 ans peuvent rester 1h30, voire 2 heures, extrêmement attentifs dans un travail artistique. Pourquoi? Ben pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils sont mobilisés à la fois corps et esprit. Ils y sont tout entiers. Donc le problème de l'attention, il est bien souvent là. Donc là, je vous annonce une excellente nouvelle, si je puis dire, c'est que l'éducation artistique est aussi une voie d'éducation de la capacité d'attention. Une manière d'être attentif au monde, ça passe aussi par là. Voilà. Alors, le deuxième point ou troisième point que je voulais souligner, c'est que, du coup, c'est en termes de conduite ou d'attitude, si vous préférez, ou de relation qu'il faut parler de l'esthétique. C'est vraiment une manière d'être. C'est une manière d'être attentif ou pas au monde. Ça, c'est clair. Et si l'art existe, c'est parce que l'être humain est capable de cette conduite-là. À certains moments, donc, on est capable d'aller s'asseoir sur un banc et d'attendre le coucher du soleil sur la mer, par exemple, donc, comme ça se fait dans tous les pays. Et ça ne se programme pas. Bon, c'est déjà programmé par la nature, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas décider de vous installer et puis de faire un petit clic et il est là. Non, il y a une heure pour ça. Et il faut des conditions climatiques aussi particulières. Donc à la source de l'art, ça c'est important, il y a cette conduite humaine. Voilà. C'est la raison pour laquelle, alors là c'est pas une métaphore, mais presque, je propose qu'on distingue vraiment à côté de l'homo sapiens, l'homme de connaissance, de l'homo faber, l'homme qui fabrique, de l'homo economicus qui prend toute la place aujourd'hui, de faire place à l'homo aestheticus, l'homme esthétique. Voilà. Et en tirer toutes les conséquences sur le plan éducatif. Il faut accorder au moins autant d'importance à Homo aestheticus qu'on en accorde à Homo sapiens. C'est la moindre des choses si on veut avoir une éducation qui soit équilibrée et pas hémiplégique. Or, on a toujours tendance à penser que c'est uniquement après, que c'est pas important, ça viendra d'une sorte de dessert à la fin du repas. Ben non, c'est déjà le plat principal. Hein, voilà. Et par ailleurs, cette expérience esthétique, ça aussi il faut le souligner, c'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça avec la maturité, l'âge adulte. Ça commence très très tôt. Le bébé, par exemple, qui tend le doigt comme ça dans les bras de sa maman ou de son papa ou quelqu'un d'autre et qui a un grand sourire ému et qui vous demande de regarder, c'est un spectacle du monde qui le ravit. Il n'est pas là en train de réclamer à manger ou il ne souffre pas. Il prend plaisir au monde qui l'entoure et en plus il prend plaisir à cet échange. Vous voyez. Donc cette expérience esthétique, elle est là dans l'enfance et donc il faut absolument la nourrir au cours de l'enfance. Il faut que nos enfants aient de multiples occasions de vivre des expériences esthétiques fortes. Et ça se faisait dans la tradition, bien souvent, il n'y avait pas besoin de musée pour ça. Donc il y a une façon de se comporter avec les enfants, donc, ne serait-ce qu'en partageant tout simplement, comme je viens de le dire, le plaisir qui est le leur dans la présence du monde, qui est tout à fait essentiel.
Alors là, vous êtes dans l'image, vous êtes dans mon université, Lyon 2. Nous avons un musée donc, très exceptionnel qui contient toutes les pièces de la collection du matériel universitaire qui servait dans la formation des humanités, l'apprentissage des arts. Donc les grandes sculptures sont amovibles et ici, un artiste plusieurs artistes ont été en résidence donc, et dialoguent avec les œuvres, installent leurs propres œuvres et les enfants les visitent. Et vous voyez comment cet enfant-là, il éprouve le besoin de mimer à travers son corps la statue avec un arc qui est tout au fond mais qu'on ne voit pas très bien sur cette image. Voilà. Une installation d'une artiste qui a été longuement en résidence à l'école maternelle qui s'appelle Eruti. C'est elle qui installait les vaisseaux et les tapis bleus. Voilà. Alors, si je poursuis là-dessus, alors là ce sera une autre métaphore que j'ajoute à la liste qui vous a été donnée tout à l'heure. Il m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, on me demandait un article pour une revue en Belgique, et le titre m'est venu tout de suite, je l'ai appelé « Avant le musée La Forêt ». Mais je pourrais dire aussi le désert, hein, peu importe, le lieu peut différer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on veut vraiment donner aux enfants une éducation esthétique, il faut commencer par peut-être leur dire allez, on va faire un tour dans la forêt, tu regardes, tu écoutes, tu touches, et puis voilà, d'abord, parce que s'il y a des œuvres d'art dans les musées, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui ont vécu des expériences de cet ordre-là, et qui en ont donné une traduction à travers la musique, la peinture, le théâtre, enfin, etc. Donc avant le musée La Forêt ou le désert, hein, selon les lieux, là vous avez une photo de Marc Ribou donc, qui a été faite dans le désert, et à côté c'est moi, une photo de bois tout simplement de ma forêt là, à côté de chez moi, voilà. Alors je l'ai dit à plusieurs reprises, mais j'y insiste, hein, l'expérience esthétique est une expérience sensible. C'est capital, ça passe par les sens. Il faut toucher, sentir, respirer, etc. Et c'est une expérience qui est à la fois émotionnelle et intellectuelle, enfin, au sens où ça engage un minimum d'intelligence, hein, bien sûr, mais indissolublement, on ne peut pas dire les séparer. Hein. Donc, Jeanne Dewey disait que, en fait, c'est après coup qu'on dit il y a de l'émotionnel et de l'intellectuel, mais dans le moment même, les deux sont dans une parfaite fusion. Et moi, j'ai retrouvé ça à plusieurs reprises, et Marie-Christine Bordeaux sans doute aussi, dans le langage même des artistes lorsqu'ils préparent leur... par exemple, ici, c'est une danseuse. Elle s'adresse donc à ces danseurs et danseuses, et elle leur dit, voilà, tu vas marcher, mais marche comme si tu inventais la marche. On demande de sentir la marche comme si on marchait pour la première fois, vous voyez. Et ça, c'est très caractéristique justement de l'expérience esthétique, ça vous donne l'impression de toucher le monde pour la première fois. C'est même la magie de l'art, c'est quand même assez extraordinaire de penser qu'il faille passer par l'art quelquefois pour revenir au réel, qui vous donne plus de réalité que le réel lui-même quelquefois. La photographie, c'est également donc, à Lyon, dans une école maternelle, un artiste, il existait à Lyon malheureusement, les crédits ont été supprimés et le centre n'existe plus, un centre art, enfance et langage qui avait pour fonction donc d'assurer la présence d'artistes de longue durée dans les écoles maternelles. Il y avait une vingtaine d'artistes qui restaient à l'année, une année entière, donc, et sur un temps très long, puisque ça pouvait être la moitié du temps scolaire, c'est quand même considérable. Hein, donc à la fois ils installaient leur atelier là et ils travaillaient avec les enfants. Et là, cet artiste s'appelle Pierre Laurent, avait installé donc une espèce de forêt magique comme cela avec les enfants. Alors ben, ça pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, j'ai relevé un petit propos de Victor Shklovsky, qui était un poète et théoricien de la poésie russe, et qui faisait cette remarque. Et voilà que pour rendre la sensation de la vie, pour ressentir les objets, pour faire de la pierre une pierre, il existe ce qu'on appelle l'art. L'art pour mieux, justement, accéder au monde. Ça, je crois que c'est... Et ici, c'est une installation d'Eruti, donc la sculpture que j'évoquais, qui travaille toujours sur le lourd léger. Donc, vous voyez, ce sont des choses extrêmement légères, mais dont elle donne l'impression ou l'illusion du poids. Elle travaille sur cette dimension-là. Alors, j'en viens à un
aspect qui est assez central, puisque tout ce que je viens de dire y renvoie, c'est que, et là c'est la thèse donc, de John Dewey, John Dewey, on est très dérouté quand on commence à lire l'art comme expérience, Art as Experience, donc, qui est le livre fondateur de Dewey dans ce domaine, parce que ça commence par un propos dont on se dit, là il va un petit peu fort, il commence par dire que, en fait, le premier obstacle pour une théorie de l'art, c'est l'existence des musées. Mais là, il exagère un petit peu, puisque sans musée, il n'y aurait pas... Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que l'art a eu pour fonction de couper l'art de la vie. C'est-à-dire qu'on a mis donc, ce qui est lié à la vie humaine dans des lieux qui en sont à distance. Et que ça, on en a perdu aussi le sens, on les a sacralisés au point d'oublier le lien avec le réel. Et donc, Dewey invite à retrouver dans l'expérience ordinaire l'esthétique. Sa thèse, c'est que c'est dans certaines expériences que nous avons tous, et qui ont des particularités, mais qui sont des expériences complètes, accomplies, que se trouve déjà l'esthétique. Donc, c'est ce qu'il écrit ici, donc, au début du bouquin. Si vous voulez comprendre l'esthétique dans ses formes accomplies et reconnues, autrement dit les œuvres d'art, c'est ce qu'il dit, si vous voulez comprendre les œuvres d'art, vous devez commencer par chercher cette esthétique dans la matière brute de l'expérience, dans les événements et les scènes qui captent l'attention auditive et visuelle de l'homme. Vous voyez, des spectacles très, très simples, qui suscitent son intérêt et lui procurent du plaisir lorsqu'il observe, écoute, tels les spectacles qui fascinent les foules. Et je vais passer à la diapo suivante, parce qu'il en donne donc une liste comme ça tout à fait extraordinaire. Là, c'est une photo de Marc Ribou, le peintre de la Tour Eiffel, qui est très très connu. Alors, exemple d'expérience esthétique selon Dewey. La voiture des pompiers passant à toute allure. Bon, voilà. Un souvenir d'enfance. Des machines qui creusent d'énormes trous dans la terre. Spectacle des rues urbains, donc. Mais aussi minuscule qu'une mouche. Là, c'est pour ça que j'ai pris cette photographie. Escaladant la flèche du clocher, les hommes perchés dans les airs sur les poutrelles, qui lancent et rattrapent donc des tiges de métal incandescent, etc. Mais aussi, l'expérience humaine sera connue de celui qui perçoit comment la grâce à l'air du joueur de ballon gagne la foule des spectateurs. Donc même dans un match de football, donc Dewey vous dit, il y a là un moment avec une expérience esthétique tout à fait possible et authentique. Hein, voilà. Il évoque ensuite la ménagère qui s'occupe de son jardin, ou encore un homme qui tisonne le feu de bois. Alors vous voyez donc l'important là, c'est de voir que chaque fois, ce sont des exemples extrêmement simples, issus de la vie quotidienne, ce qui nous veut dire que chacun dans sa vie a des moments comme cela qui lui ouvrent le chemin peut-être de l'art, et que ça peut être un excellent appui pour le conduire jusque-là. Alors pourquoi est-ce que Dewey dit que c'est une expérience esthétique? Alors, pour plusieurs raisons, hein, qu'il explique très bien, et d'abord l'idée qu'une expérience vraie, comme il l'appelle, une expérience authentique, hein, se caractérise par son unité. On dit, et un peu plus loin, il dit, par exemple, cette tempête-là, je parle de cette tempête-là, pas de toutes les tempêtes, ce jour-là, cette tempête-là, où se lever le coucher là, ce sera vraiment donc, ce moment-là, cette rupture d'une amitié, oui, donc là il met même d'autres éléments. Et par ailleurs, il insiste sur le fait que cette unité, elle couvre l'expérience tout entière. Donc, et il va même jusqu'à dire que elle a un début et une fin, bien sûr, elle a une durée, hein, mais cette durée fait partie de l'expérience elle-même. C'est pas simplement quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est un accomplissement. C'est toute la différence entre quelque chose qui stoppe brutalement et quelque chose qui va jusqu'au bout de lui-même. Il y a un moment où c'est fini. Bon, voilà, l'expérience de le soleil s'est couché. Bon, voilà. Mais l'expérience elle-même est entièrement accomplie. C'est ça l'idée de Dewey. Hein, donc elle forme un tout, elle se suffit à elle-même. Ben, des choses comme ça, on en a plein dans nos vies, hein, ça c'est clair. Et c'est pourquoi, et c'est une façon de le résumer le propos de Dewey, l'expérience esthétique, pour lui, c'est le prototype de l'expérience véritable. Une vraie expérience a toujours une dimension esthétique.
Et c'est aussi pourquoi il faut partir de là. Donc, et il insiste sur le fait que cette expérience se joue dans un rapport intense avec le monde. Donc, une expérience esthétique, c'est quelque chose, une forme d'intensité vitale, si vous voulez, qui à ce moment-là, donc on vit plus fort, quoi, pour le dire comme ça de manière un petit peu métaphorique. Hein, voilà. Et lui, il parle d'un commerce actif et alerte avec le monde. À ce moment-là, il y a un échange très très vif avec le monde. Hein, donc voilà. Et j'ai mis en gras la dernière phrase parce que là, c'est un peu une clé pédagogique, il me semble. Hein, donc, même dans ses formes les plus rudimentaires, voilà, une expérience vraie contient la promesse de cette perception esquisse qu'est l'expérience esthétique. Vous voyez. Et j'en profite, parce que je n'aurai pas le temps de tout lire, ça c'est clair, j'ai trop de choses à dire. J'en profite pour dire que là, on peut trouver la mort d'un cercle vertueux. En gros, l'expérience esthétique ordinaire, celle de l'expérience ordinaire, donc, ouvre le chemin de l'œuvre d'art, mais en retour, le cercle se ferme. L'expérience de l'œuvre d'art nous permet de mieux profiter des expériences esthétiques de l'expérience ordinaire, vous voyez. Donc, on les redécouvre grâce à l'art, d'une certaine façon. Alors, bon, deux conséquences sur le plan éducatif. Hein, donc, s'il y a une tâche de l'éducateur dans ce domaine, c'est justement de restaurer cette continuité qui a été rompue. Comment refaire le lien entre ce que vit l'enfant dans son quotidien et l'expérience qu'on peut lui offrir à travers l'art. Alors j'évoquais donc la pratique d'un musicien intervenant, Jean-François Estager. C'est lui qui m'avait fait penser d'ailleurs à l'idée du musée de la forêt. C'est un musicien qui appartient à un groupe expérimental donc, lyonnais et qui intervient très souvent, mais dans des milieux très très divers, à des fins de médiation, pour le dire très rapidement, avec des enfants autistes, mais aussi avec des élèves du conservatoire de musique de Lyon, donc le sommet plutôt des musiciens chevronnés, hein, donc, ou les danseurs de l'opéra de Paris. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par mettre dans la pièce où il va travailler avec eux un tapis de feuilles mortes. Il leur demande de marcher, simplement. Donc des musiciens experts, on leur demande de revenir à l'origine du son et du plaisir du son. Vous voyez, donc voilà, là, le cercle vertueux, on y est. Alors, cette image-là, donc, c'est dans le cadre d'une résidence artistique qui, elle, se situait sur une île grecque, Léros. Et vous voyez, c'est un plastique qui est utilisé. Sur l'image suivante, on en voit un autre usage. Vous voyez, c'est un plastique qui est extrêmement léger, que les enfants peuvent soulever, qui est à la fois du vent et puis de l'air, donc, mais aussi de l'eau. Hein, donc ils vont s'en servir souvent pour évoquer ces choses-là. Et le principe dans cette résidence, c'était justement leur faire vivre des expériences de ce type pour qu'ils puissent le réinvestir ensuite dans des créations artistiques. Donc cette sensation donc, de la légèreté, l'eau, l'air, la parole aussi, puisque des poèmes étaient récités donc, en même temps. Un appui, donc, vous voyez ici, donc, l'artiste travaille avec les enfants dans la cour, et parallèlement donc, à ce travail avec les enfants, une sculpture du vaisseau fantôme donc, est construite par la population, avec la population elle-même, et à partir de matériaux de récupération, donc de vieux tubes de métal. Et les enfants, là ce sont les enfants réfugiés donc, de l'île de Léros, vont également participer avec leur petit bateau au pied donc, de la sculpture. Alors, un dernier élément sur lequel il faut que j'insiste aussi, je n'ai pas prononcé le mot de création et de créativité. Pourtant, il est capital ici, puisqu'on peut différemment parler d'art sans parler de ça. Mais il est très important de le comprendre à partir de l'expérience esthétique. Hein. Donc, pourquoi? Eh bien, parce qu'on a toujours tendance, on l'évoquait tout à l'heure à propos du théâtre, comme ce que l'on fait à la fin de l'année, hein, donc la production finale.
On a toujours cette tendance à penser qu'il n'y a de créativité, de création, que s'il y a une œuvre. C'est associé à cela. Si on réfléchit, tous les exemples que je vous ai donnés là au préalable, il n'y a pas de création, et pourtant il y a une forme d'œuvre, enfin entre guillemets. Il y a une manière de regarder le monde qui fait qu'il existe autrement. Voilà. Alors pour éclairer cette idée-là, moi je m'appuie beaucoup sur un psychanalyste qui s'appelle David Winnicott, qui est un psychanalyste pour enfants, qui justement nous invite et nous incite à ne pas nous enfermer dans une conception productiviste de la créativité. Il dit que la créativité est une attitude face au monde. Et il propose donc du coup de le remplacer par un autre mot. Il part d'un mode créatif de perception. Je crois que toutes les expériences que j'évoquais tout à l'heure sont des modes créatifs de perception, c'est-à-dire des manières de regarder le monde qui le recréent d'une certaine façon et lui donnent une dimension, une ampleur, une poésie, hein, tout simplement, qui est de notre fait. Hein, et c'est très important sur le plan éducatif parce qu'on est dans un monde où on met constamment en avant l'adaptation. Tu dois t'adapter, le monde est comme ça, tu ne peux pas le changer. La créativité, c'est autre chose, c'est justement la capacité de laisser l'horizon des possibles ouvert. Bon, ben, c'est un peu à cela que sert aussi donc, l'éducation esthétique. Hein, c'est aussi à ça que servent, si je peux dire, les artistes. L'intérêt d'un artiste dans une classe, c'est souvent justement cet apport-là. Il va aussi aider les élèves, les enfants, à regarder autrement le monde, à avoir une attitude différente face au monde. Ici, c'est avec des étudiants de l'Université de Lyon, un artiste en résidence, Yves Henry, au musée des Boulages que j'évoquais tout à l'heure. La commande, en fait, était extrêmement simple. Hein. Il faut qu'il travaille avec des étudiants, bien sûr, qu'il travaille sur un temps long. Donc là, c'était sur l'échelle d'un semestre, donc 6 mois. Et avec un enjeu partagé qui est un dialogue entre des œuvres contemporaines et puis les œuvres du musée. Voilà. Et les étudiants, avec l'artiste, ont déployé 3 km de poutres noires comme cela. Donc, ils ont créé une espèce de toile d'araignée qui couvrait tout le musée. Donc il fallait se baisser, remonter pour le visiter, avec des petites interventions personnelles. Et là aussi, on découvre dans ce genre d'expérience qu'il y a des talents artistiques chez les étudiants. Par exemple, il y avait là dans le groupe une étudiante qui était une danseuse. Elle a fait une performance le jour de l'inauguration. Vous voyez, ça a été un moment donc, dans la vie lyonnaise où la presse était là. Voilà. Mais je crois que ça se fait ici aussi. Je viens d'en voir un exemple tout à l'heure. Là. Alors j'en viens au terme d'émancipation, là, en accélérant un petit peu. Ce que j'ai dit, le montrait bien, mais je voudrais quand même, comme je l'ai indiqué au départ, vous situer ça dans une perspective un peu plus historique et philosophique. Hein, donc, parce que cette idée que l'art émancipe et que l'éducation esthétique est émancipatrice, ça a une histoire, ça ne vient pas d'aujourd'hui et c'est pas fini d'ailleurs, c'est en cours de développement. Donc, on peut remonter au moins, mais on pourrait aller beaucoup plus loin, mais on peut rester pour la période moderne, donc au poète allemand Schiller, dans ses lettres de l'homme, je vais revenir tout à l'heure, vous voyez, 1795, fin du XVIIIe siècle. Une autre étape, mais il y en aurait bien d'autres, j'en ai retenu comme ça 4 ou 5, à travers le mouvement ouvrier, il y a eu une époque où les ouvriers saint-simoniens ont été convaincus que la véritable émancipation pour eux passait par la pratique artistique. Ils faisaient de la poésie, de la peinture et de la philosophie également. Un troisième temps, et je passerai très vite, dans l'école de la République elle-même en France, il y a eu un très très grand débat au moment où l'école du peuple est née, même un petit peu avant les lois Ferry, pour savoir quelle place on ferait à l'art dans l'école primaire. Et là, il y avait 2 écoles. Il y avait l'école d'un sculpteur qui s'appelle Guillaume, qui lui disait il faut le dessin utilitaire, le dessin géométrique, pour fabriquer des ouvriers. Vous voyez. Et puis, il y avait un philosophe qui, lui, son nom est en train de m'échapper, ça va me revenir, bon, peu importe, Ravesson, qui défendait l'idée d'une éducation esthétique pour tous.
Donc une idée de démocratisation. Alors, dans un premier temps, c'est Guillaume qui l'a emporté, mais progressivement, le plan Resson s'est imposé. Et puis aussi, dans l'histoire du mouvement ouvrier, le socialisme a intégré une critique artiste de la société. On a souvent, il y a la critique économique, bien sûr, mais il y a une critique artiste au nom des valeurs que l'art porte contre une société donc, qui détruit un certain nombre de compétences humaines. Mais je vais revenir rapidement sur Schiller, parce que c'est un grand moment quand même, historiquement. Donc, on est en 1795, autrement dit, juste après la Terreur en France, et en pleine Révolution française, donc voilà. Et voilà qu'un poète, un dramaturge très important, Schiller est un très très grand poète allemand, et on lui doit beaucoup de choses. Et le plus connu, c'est peut-être le poème Hymne à la joie que Beethoven a utilisé dans la 9e symphonie. Et donc Schiller a l'initiative d'écrire à un prince éclairé de l'époque, comme il y en avait quelques-uns, c'est-à-dire un de ces princes qui était un petit peu gagné par les idées des Lumières. Il va écrire un ensemble de lettres qui s'adressent au prince pour lui dire: vous qui êtes un prince éclairé, vous qui pensez que la liberté doit régner dans vos États, commencez par l'éducation esthétique de l'homme. Vous voyez, c'était vraiment quelque chose de tout à fait étonnant quand même. Et en plus, je dois ajouter que ce n'était pas du tout un doux rêveur. Il savait très bien à quoi s'en tenir, puisque en écrivant au prince, il lui dit qu'il sait très bien que maintenant, donc, alors vous allez vous dire que le maintenant dure longtemps, maintenant au XVIIIe siècle, c'est le besoin qui règne en maître et qui courbe l'humanité déchue sous son joug tyrannique. L'utilité est la grande idole de l'époque, et donc l'art n'aurait pas trop sa place là-dedans. Eh bien si, lui dit-il, il faut au contraire lui faire toute sa place. Et avec une formule là, que vous trouvez à la fin qui est magnifique, c'est par la beauté que l'on s'achemine à la liberté. C'est la grande idée de Schiller, c'est par la beauté qu'on s'achemine à la liberté. C'est le langage de l'époque, donc maintenant on dirait plutôt c'est par l'émancipation esthétique qu'on s'achemine à la liberté. Bon, je l'ai évoqué donc très très rapidement. Je vais peut-être passer, parce que là ça va me prendre trop de temps, mais c'est simplement une indication sur le plan de l'histoire de la philosophie. C'est que tout ça est un héritage kantien. C'est la troisième critique, donc la critique du jugement de Kant, qui a... Schiller en était un grand lecteur, d'ailleurs un lecteur même qui venait tout juste de le lire, parce qu'en 1995, le bouquin était tout juste paru. Et chez Kant, on trouve tout un ensemble d'éléments qui essaient de montrer... alors lui, il ne parle pas d'émancipation, il parle de liberté, encore, pour le moment, mais les raisons pour lesquelles donc l'art a lien avec la liberté, il en évoque trois, je le dis rapidement. Donc, la première, c'est que c'est une activité qui vaut par elle-même, elle n'est pas asservie à autre chose. La deuxième, c'est que dans l'expérience esthétique ou dans le jugement esthétique, vous êtes dans une... Enfin, le plaisir, il faut quand même que j'entre dans le détail. En fait, ce que Kant fait, le pas de côté qu'il fait par rapport à la tradition, c'est qu'il ne se pose pas du tout la question « c'est quoi le beau ?» mais il pose la question « qu'est-ce que c'est que ce sentiment que j'éprouve moi, qui fait que je pousse un cri qui est « oh, c'est beau ». Voilà, c'est tout autre chose. Donc, et la clé du « oh, c'est beau » pour lui, c'est dans le fait que mon imagination et mon intelligence sont satisfaites ensemble, sans être obligé... je peux regarder la forêt sans vouloir faire une classification des arbres. On m'intéresse simplement à la couleur. Voilà, en gros. Et puis le troisième point qui a été beaucoup souligné, c'est que Kant était convaincu que le jugement esthétique pouvait préfigurer une société libre et d'une entente cordiale, si je puis dire. Pourquoi ? Eh bien parce que, alors ça, les choses ont un petit peu changé, mais sur le fond, je crois qu'il a raison. Kant fait la réflexion suivante: si je dis c'est beau, je ne dis pas c'est beau pour moi seulement. J'inclus dans mon c'est beau l'idée que tout le monde devrait être d'accord avec moi. Ça a changé aujourd'hui, maintenant c'est chacun selon ses goûts et couleurs, etc. Mais la vraie question du beau, c'est l'universalité, disait Kant. Donc le beau est ce qui plaît universellement, sans concept. Voilà la formule précise. Et donc du coup, conviction qu'il y a la préfiguration d'une société réconciliée
à travers l'expérience esthétique. Et à la même époque, à peu de choses près, les musées vont s'ouvrir. Hein. Il y a une concomitance de ce point de vue entre la démocratisation historique et le travail philosophique. Bon, j'en dis pas plus. Quelques mots quand même sur ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, les mouvements ouvriers. Alors, des ouvriers donc convaincus que seul l'art émancipe. Hein. Et on va retrouver ça donc chez les penseurs socialistes. Et il y a un philosophe français qui l'a beaucoup étudié. C'est même lui qui a redécouvert ces ouvriers dont on ne parlait plus du tout. C'était Jacques Rancière. Et j'ai mis la photographie de ce livre, Pensée d'émancipation, parce que c'est un livre d'entretien qui rend vraiment très accessible sa pensée. Donc si vous voulez comprendre ce que c'est que l'émancipation selon Ricoeur, c'est vraiment le livre que je conseille. Et dans le livre qui est à la base de ça, qui a un titre magnifique, La nuit des prolétaires. Déjà c'est très beau, mais le sous-titre est encore magnifique, Archives du rêve ouvrier. Donc il est allé réveiller la mémoire donc, de ces ouvriers. Ils sont ouvriers, d'ailleurs c'est hommes et femmes, hein. Ils sont tailleurs, menuisiers, raboteurs, décrotteurs, vous savez ceux qui nettoient les rues, hein, voilà, des lingères, des typographes. Et qu'est-ce qu'ils font au lieu d'aller dormir? Donc le temps de travail qui est censé être réservé à la reproduction de la force de travail, hein, donc eux ils vont la consacrer à la création. Ils vont être poètes, peintres, écrivains. En d'autres termes, ils prélèvent vraiment sur le temps du repos le temps de l'émancipation, voilà, qui passe par l'art. Et ils illustrent, d'ailleurs c'est né de là, ce que Jacques Rancière appelle le partage du sensible. C'est-à-dire que ce que ces ouvriers refusent, c'est un partage du sensible imposé, qui fait qu'il y a d'un côté ceux qui sont capables d'accéder à une pensée ou une parole poétique, par exemple, puis de l'autre ceux qui n'ont que le travail. Donc, ça est remis en cause. Le rêve ouvrier, donc vous voyez la toile de Caillebotte, les raboteurs pour l'illustrer, c'est une émancipation qui passe par la rupture de l'ordre du temps, justement, qui empêche d'accéder à une autre forme d'expérience et qui interdit les privilèges de la pensée. Parce que le partage du sensible, justement, celui qui est dominant aujourd'hui, fait que l'art n'est pas un commun, il est réservé à d'autres. Donc, la dimension là, vraiment politique du dessin esthétique, c'est bien remettre en cause le partage du sensible. Hein, donc, faire en sorte que les étudiants, comme le disait le ministre tout à l'heure en aparté, beaucoup n'ont pas accès à l'art au sein de leur famille. Le fait de pouvoir, dans une université, découvrir un instrument de musique, c'était une chose absolument capitale. Alors, là, simplement pour boucler les choses, je reviens un tout petit peu sur ce que je disais tout à l'heure de la démocratisation au sens de Dewey. Hein. Donc, si une société démocratique, comme le rappelle Joël Zask, est une société dans laquelle chaque personne peut bénéficier des ressources qui la constituent comme personne, justement, ben l'art a un rôle capital à jouer là-dedans. Pourquoi? Eh bien parce que l'art favorise l'individuation. À travers l'art, chacun peut devenir lui-même et avoir la liberté de se construire comme il veut se construire. Et évidemment, ce sont des choses tout à fait essentielles sur lesquelles je passe malgré tout rapidement, pour évoquer rapidement aussi le fait que c'est une conception dont s'emparent certains artistes. C'est le cas ici d'un plasticien avec qui je travaille assez souvent, un photographe qui s'appelle Arnaud Théval, donc, qui partage tout à fait cette idée que la pratique artistique est un puissant facteur de subjectivation et d'individuation, donc d'une part, et que le travail artistique, finalement, c'est un travail que l'on fait sur soi-même. Ça, c'est déjà Paul Valéry qui le montait et le disait très très bien. Donc, quand je travaille l'œuvre, je me forme moi-même, nécessairement. Là, je vais passer très très vite, mais l'artiste que j'évoque, là, a fait des résidences, notamment dans les lycées professionnels, et il travaille sur le fait que, comment dire, ce sont souvent des élèves qui sont dans une position un petit peu difficile entre ouvriers et enseignants. Et ils sont prisonniers de stéréotypes, donc du même coup. Et en travaillant avec eux, le travail d'Arnaud Théval est justement de leur redonner les moyens de devenir, pas assujettis, mais sujets de leur formation. Alors, il ne peut plus passer. Petite panne, là. Ça va venir, non? Ah. Si.
en 2 mots, j'évoque tout ça. Vous avez cette photographie assez curieuse. Hein, donc, Arnaud Théval donc, arrive dans un lycée professionnel et il dit « Je veux travailler avec la classe des camionneurs ». Voilà. Et il décide... Alors, ça vous a fait sourire tout de suite, hein, parce que vous avez en tête ce que c'est qu'un camionneur, hein, bien sûr. Donc on s'attend à voir des gens avec des gros muscles, des poils partout et des tatouages à n'en plus finir. Évidemment, il joue là-dessus, donc il leur demande de se mettre torse nu. On voit apparaître des gringalets imberbes, quoi, peu de choses près. Alors là, ils ont des tatouages, mais ce ne sont pas de vrais tatouages, c'est de l'infographie. Parce que après avoir fait cette photo, il leur demande de visiter, ils sont pensionnaires, ils ont un terme, de visiter leur chambre. Et là, ils découvrent ce qu'il y a dans les camions des camionneurs, hein, des poupées, enfin, des doudous, des choses comme ça. Donc il les photographie et il les code donc, par infographie sur leur corps. Ça déclenche toute une série de réactions plus ou moins négatives, disons, dans le corps enseignant, chez certains élèves même, à travers les filles par exemple, qui ne comprennent pas pourquoi les garçons peuvent être torse nu alors qu'elles n'ont pas le droit d'avoir simplement le nombril à l'air. Vous voyez, donc ça déclenche tout un travail autour de ça. Et ça se passe plus ou moins bien. Voilà, par exemple, le vernissage se fait à l'extérieur parce que la photographie qu'il voulait mettre, il a noté les dimensions et il n'y a pas de salle qui corresponde à ça. Donc, vernissage sous la pluie à l'extérieur. Mais donc, voilà. Bon, ça a illustré le potentiel critique et émancipateur de l'art, comme je viens de le dire, mais je ne vais pas m'y arrêter plus longuement. Simplement la diagonale du fou, puisqu'elle apparaît ici. Hein, donc, c'est l'idée que l'art est nécessairement et salutairement déstabilisateur, d'ailleurs. Parce qu'on a toujours cette vision de l'art comme plutôt quelque chose où on est bien, qui rassure. Mais beaucoup d'artistes contemporains jouent au contraire sur des formes de provocation, de manière de porte-à-faux. Et ça fait aussi partie de l'art, il faut l'intégrer. Sinon, on aura une vision un peu édulcorée. Donc, et cette phrase, l'art déstabilisateur, c'est un grand artiste français, Gérard Garouste, qui me l'avait d'ailleurs suggéré, parce que Gérard Garouste, vous le connaissez peut-être, c'est vraiment un des plus grands peintres français, donc, et même mondiaux. Et il a créé dans un petit village qui s'appelle Laguéroule, en Normandie, un centre qui est une ancienne usine désaffectée dans lequel il invite des artistes à venir travailler avec des enfants plutôt en difficulté sociale dans la plupart des cas. Et je lui demandais donc qu'est-ce qu'il pensait que ça apportait de faire cela. Et sa réponse a été de me dire, mais ces enfants, en fait, ils ont un rapport à la norme pathologique. C'est-à-dire que pour eux, la norme, c'est le gendarme, essentiellement. Ils n'ont pas du tout l'idée de la norme comme ce qu'on a créé soi-même, ce avec quoi on peut jouer. Les normes, ça se fabrique, ça se défait. Et donc, du coup, les déstabiliser par rapport à leur rapport à la norme lui paraît essentiel. Et pour donner une illustration, un artiste qu'il avait invité là a emmené des jeunes adolescents en rupture de banc faire le tour du village et visiter les poubelles. Et il fabriquait des personnages avec les détritus des poubelles. Vous voyez, c'était une métaphore de la transgression, on va dire. Et c'est également Garouste qui m'a suggéré cette idée de la diagonale du fou, parce que lui, il me disait que si l'artiste peut se permettre ça, c'est parce qu'il est comme aux échecs, celui qui peut se déplacer un peu comme il veut sur l'échiquier. Voilà. Alors j'en arrive rapidement quand même à ce qui est le cœur de votre colloque. Hein. L'ESL est l'épreuve de la numérisation. Après ce que je viens de dire, évidemment, je ne suis pas un partisan farouche et absolu, ça c'est clair. Hein, et je crois nécessaire justement de mettre en place un certain nombre de réflexions à cet égard, donc je vais le faire un peu rapidement. Donc, je reviens donc aux deux questions qui me paraissent capitales. La première, c'est que est-ce que l'accès aux œuvres via le numérique contribue à l'initiation de la vie esthétique? C'est une question quand même qu'il faut avoir. Est-ce qu'il peut nourrir l'expérience esthétique, comme je l'ai indiqué comme étant une clé de voûte de l'éducation artistique et culturelle? Première question. Et puis, qu'en est-il de l'émancipation inhérente à l'éducation artistique et culturelle dans le cas du numérique? Donc, je crois que c'est dans cette double perspective qu'il faut interroger, examiner le numérique et le recours numérique. Et c'est pour ça que j'avais intitulé « Émancipation ou normalisation » donc, mon
problématique, donc, du coup, ici, je peux la formuler dans deux types de registres, ou bien en m'en remettant plutôt au lexique, disons, de Jean Dubuis. Hein, donc, qu'en est-il de la rencontre numérique avec l'œuvre sur le plan de l'expérience? C'est quoi cette expérience-là? C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, la plupart des enfants et adolescents passent leur temps dans une relation au monde qui est une relation numérisée. Hein, donc, il faut aussi qu'on ait en tête cette chose-là. Alors, est-ce que la continuité esthétique dont je parlais entre l'expérience ordinaire et l'expérience que les œuvres d'art peut être ménagée par le recours au numérique? Sans doute. Je vais avoir une réponse un petit peu mesurée, vous verrez. Mais je peux formuler le même genre de question en empruntant à un autre philosophe, donc Jean-Marie Schaeffer, que j'évoquais tout à l'heure dans l'expérience esthétique. C'est une petite phrase qu'il trouve au début et que je trouve absolument capitale. Donc, il dit la chose suivante. Bon, d'abord, je commence par la fin. Il dit que les pratiques artistiques sont des pratiques existentiellement et socialement marquées. Ces deux choses sont extrêmement importantes. C'est fondamental sur le plan existentiel, donc dans notre vie, c'est fondamental sur le plan social. Et son raisonnement, c'est si on comprend la logique, la dynamique de l'expérience esthétique, si on comprend vraiment ce que c'est que l'expérience esthétique, on comprend pourquoi c'est important sur le plan existentiel et sur le plan social. Voilà le raisonnement qu'il nous propose. Donc, et d'où la question, qu'en est-il de la promesse existentielle et sociale portée par les pratiques artistiques dans l'univers du numérique? On ne peut pas non plus éviter cette question. Alors, pour au moins explorer la question, parce qu'elle demanderait trop de temps, mon premier réflexe a été de revenir justement à ce temps qui n'est pas si lointain, où on est entré dans l'ère de la reproduction. Donc, c'est le livre de Walter Benjamin qui s'appelle L'œuvre d'art à l'âge de sa reproduction technique généralisée. Donc il est contemporain. Alors il y a des titres très très divers dans la traduction de l'allemand. Donc Walter Benjamin, le texte de 38, à un moment justement où la photographie devient donc majeure et que les reproductions d'œuvres sont très très nombreuses. Donc, et sa réflexion va être de s'interroger sur ce qui reste de l'œuvre dans la reproduction photographique. Alors c'était une réflexion en plusieurs temps, donc je ne vais pas la développer totalement, mais la première chose peut-être sur quoi il insiste, c'est le fait que qu'est-ce qui manque au fond dans une photographie d'un grand chef-d'œuvre? Sa réponse va être, il appelle ça l'ici et le maintenant de l'œuvre d'art, l'unicité de sa présence en ce lieu donc, où elle se trouve, et qui est liée bien sûr à son histoire. Hein, donc, il y a encore l'ici et le maintenant de l'original qui constitue ce qu'on appelle son authenticité. Ensuite, et c'est le fameux terme d'aura qui s'impose, il continue sa réflexion, et il nous dit ce qui manque donc à l'œuvre de la reproduction, c'est son aura. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de cette façon donc, de l'œuvre, hein, mais qui est en même temps elle. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans son raisonnement, quand il commence à le développer, là, il va passer de l'œuvre d'art à des objets naturels, de cette façon. Parce qu'il dit, on pourrait, si on veut comprendre donc, cette notion d'aura, on pourrait la définir comme l'unique apparition d'un lointain si proche qu'elle puisse être. Et il donne un exemple, proposant l'été à l'heure de midi, que je regarde comme ça c'est mieux, reposant l'été à l'heure de midi, suivre à l'horizon la ligne d'une chaîne de montagne ou une branche qui jette son ombre sur celui qui repose, et respirer l'aura de cette montagne, de cette branche. Donc c'est vraiment une expérience esthétique là qu'il évoque dans un rapport avec la nature, photo de Marc Ribou, donc à côté. Et il va ensuite insister sur sa valeur rituelle. Au fond, l'aura d'une œuvre d'art, c'est quelque chose qui relève d'une ritualisation. Donc voilà. Et je me suis interrogé à partir de là, si on accepte donc cette idée-là, donc une œuvre d'art, même si on l'approche,
même si on est le nez dessus, si je veux dire, même si on la touche comme on nous y invite dans les musées, elle est toujours au-delà de ça, sinon ça deviendrait un objet comme les autres, manipulable. C'est ça son aura. Donc, et je me suis demandé ce que le numérique pouvait dire là-dessus, et là, je suis arrivé à une réflexion qui au début me paraissait un peu paradoxale, mais en fin de compte, la numérisation et l'accès à l'œuvre d'art par la numérisation n'efface pas ce caractère inapprochable de l'œuvre, au contraire, elle le renforce. Hein, donc, un peu comme la grotte de Lascaux, on peut y accéder aujourd'hui en numérique, elle est complètement fermée, plus personne ne la verra jamais. Ben, d'une certaine façon, les reproductions nous permettent, pour ceux pour qui le musée est fermé, au sens où il est beaucoup trop loin, trop distant, enfin, etc., d'y accéder. Hein, donc, ça, c'est un premier élément donc, à prendre en compte. Et j'ai interrogé ensuite la question sous un autre angle, en me référant plutôt à un autre philosophe de l'art, qui est Nelson Goodman, philosophe américain. Nelson Goodman a cette particularité de déplacer aussi l'interrogation. Il nous dit il faut cesser de s'interroger seulement avec la question « qu'est-ce que c'est ?» Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? C'est quoi l'art? Il dit posez-vous plutôt la question « comment ça fonctionne l'art? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'art ?» Et à partir de là, il en arrive à distinguer ce qu'il appelle deux types d'activation. Qu'est-ce qui fait que, bon, par exemple, si vous faites une exposition, vous allez choisir l'accrochage, la lumière, mettre des projecteurs. Ça, c'est une activation directe de l'œuvre sans laquelle elle n'existerait pas. Donc si on n'a pas activé ces choses-là, l'art n'est pas là. Activation donc directe. Mais il distingue aussi une activation indirecte. Et c'est le cas des reproductions, justement. Et je crois que le numérique, la numérisation, au fond, permet un travail d'activation indirecte. Et ça, c'est toujours nécessaire. Mais, en même temps, autre élément à prendre en compte, c'est que les reproductions, contrairement un peu à l'illusion qu'on a quelquefois, ne fonctionnent pas sur le plan fonctionnel, hein, comme sur le plan de la mimésis. C'est pas parce que ça ressemble que ça vous donne la proximité. Et c'est une manière d'activer, mais qui n'est pas simplement sur le plan fonctionnel comme une reproduction fidèle. C'est pas ça la meilleure preuve, et bien souvent donc Goodman y insiste. Les reproductions qu'on utilise, c'est un détail, c'est en noir et blanc, c'est un autre angle, c'est un ensemble déjà de pratiques pour activer l'œuvre qui ne sont pas la fidélité à l'œuvre elle-même. Donc si on est dans l'idée que avec le numérique on va être au plus près de l'original, en termes fonctionnels, selon Goodman, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, mais par contre, ça fonctionne très bien comme activation indirecte. Voilà. Ce qui veut dire que l'activation directe reste toujours nécessaire. Voilà. Alors, moi, le point que je voudrais souligner, c'est que je suis effectivement convaincu que nous avons besoin d'un ensemble d'outils pour activer les œuvres d'art, c'est clair. Les photographies et les reproductions en sont, et le numérique en est un autre aspect. Mais il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier d'activer, c'est la conduite esthétique, sinon ça ne marchera jamais. La rencontre n'aura pas lieu si on n'active pas la conduite esthétique. Et ça passe par une éducation spécifique et pas simplement par le fait d'aller au musée, ou le faire en tous les cas dans une perspective très très précise. Donc, d'où le terme de conduite esthétique sur lequel je souhaitais insister, une capacité humaine qui doit être activée au plus tôt, et qui relève de l'éducation précoce même. Voilà. Alors, en même temps, là j'en viens à la deuxième et dernière considération, c'est que c'est la question du rapport au monde à travers le numérique. À travers le numérique, est-ce que je suis dans un rapport au monde comme celui que peut me permettre l'expérience esthétique naturelle ou culturelle. Donc, et là, je suis tombé sur une sorte de paradoxe qui était extrêmement développé aujourd'hui, et notamment à travers
un philosophe sociologue qui a énormément de succès, donc qui est Hartmut Rosa, donc, notamment dans son dernier livre là, que j'ai sous la main, qui s'appelle Rendre le monde indisponible. Donc, il insiste sur un paradoxe de notre monde qui avait déjà été signalé d'ailleurs par des différentes personnes, différents auteurs, Valérie notamment, et Walter Benjamin aussi. Le paradoxe, c'est que nous sommes dans un monde, avec la civilisation du virtuel, mais pas seulement, ça a commencé bien avant, où au fond, tout est à notre disposition. En un clic, je peux accéder à peu près à tout, c'est clair. Et en même temps, jamais le monde n'a été aussi absent. On est dans ce paradoxe que tout nous semble donné et il y a un retrait du monde. On le touche de moins en moins. Et c'est ce que développe donc Rosa dans Rendre le monde indisponible en disant que, en gros, ce qui meut les sociétés modernes, c'est bien de rendre le monde le plus accessible possible. On a inventé toutes sortes d'outils pour ça, les transports, la photo, enfin, etc., etc. Mais, pour autant, est-ce que nous accédons au monde à travers cela? Je ne crois pas. Donc, et pourtant, on se comporte tous comme si c'était ça qui était important. Il faut aller faire le voyage pour voir tel monument, enfin, etc. Et l'informatique a accentué tout cela. Et c'est là où il faut faire un tout petit détour, même un petit peu rapide, par la philosophie et la phénoménologie, notamment. Qu'est-ce que c'est que vivre? C'est habiter un monde. C'est clair. Si on parle de cette idée-là, donc, et habiter un monde, ça implique la conscience de la présence du monde. Et donc, du coup, c'est une illusion de croire qu'un facsimilé du monde est une présence. C'est une image, certainement, mais ce n'est pas une présence. Donc, être au monde, c'est éprouver une sensation de présence, c'est tout à fait capital. Voilà. Et du coup, le paradoxe, c'est que si le monde, justement, nous interpelle, si on aime avoir avec lui un rapport intense et profond, c'est justement parce qu'il n'est pas disponible en permanence. S'il l'était totalement, il serait mort. Un monde totalement disponible est un monde inerte. Voilà. Il est là, mais il n'y a plus d'échange possible, il n'y a plus de vie possible dans les échanges avec lui. C'est ce que dit donc Edmund Rosa. Donc, la vitalité, le contact avec l'expérience réelle naissent de la rencontre avec l'indisponible. Et il en donne sur la diapo suivante un exemple, je crois, assez frappant, avec le concept de résonance. Donc, ce qu'il appelle la résonance du monde, en fait, c'est très proche de l'expérience esthétique. La résonance du monde, dit-il, est un double mouvement. D'un côté, donc, nous sommes affectés par le monde, on est touché et ému, et en même temps, on va au-devant de lui parce que c'est comme s'il parlait pour nous. C'est cet échange-là qui est la clé de la résonance. Donc, qui est comparable à l'expérience esthétique. Et voilà, ce que je voulais donc rappeler, c'est que Rosa prend un exemple qui est voir pour la première fois la neige tomber. Ça, tout le monde, je me souviens d'une amie et collègue qui débarquait à Besançon. Donc Besançon, c'est côté du Jura, c'est assez neigeux. Donc, venant du Venezuela, elle n'avait jamais vu la neige de sa vie. Elle était mais comme un enfant quand l'hiver est arrivé. Et donc, Rosa insiste sur le fait que, au fond, une véritable expérience, c'est le moment où le monde vous est donné comme une sorte de cadeau, un peu inattendu, et quelque chose de justement indisponible et non pas de disponible en permanence. Ce n'est pas les canons à neige qui vous donneront une expérience esthétique, c'est clair. Voilà. Et la visée de l'émancipation est présente, puisque c'est une voie de désanialisation, comme il le dit, donc une relation dans laquelle on n'est pas dans l'indifférence, mais dans un lien avec le monde, un lien d'intérêt. Ce
qui permet de conclure très très vite, mais ça, je pense que vous l'aurez compris, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. La première chose sur quoi j'insiste toujours, c'est que, en fait, l'enjeu d'une véritable éducation artistique et culturelle ne peut pas du tout se réduire à un enseignement artistique pour tous. Il y a une grande différence entre un enseignement artistique pour tous et une éducation esthétique et culturelle généralisée. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Si on donne à l'expérience esthétique la place centrale, là où la résonance, comme dans le vocabulaire de Hartmut Rosa, on est là devant un enjeu de civilisation, d'un certain point de vue, de notre manière d'être au monde, à la fois existentielle et sociale, comme le disait donc Jean-Marie Schaeffer. Et notre rôle est de prendre en charge l'éducation de la vie esthétique, parce que c'est une dimension de notre humanité, de notre relation au monde, de notre façon d'habiter le monde. C'est pour ça que j'ai repris, c'était un vers très connu du poète allemand Friedrich Hölderlin, qui disait donc « riche en mérite, mais poétiquement toujours sur terre habite l'homme ». On a beau être riche à travers toutes nos productions techniques, scientifiques, etc., c'est quand même en tant que poète qu'on est là. C'est-à-dire capable de s'arrêter sur un banc, comme je disais tout à l'heure, pour regarder l'horizon. Voilà. Alors, ensuite, il est évident, de mon point de vue, en tous les cas, mais bien sûr, la discussion est ouverte, c'est clair, que le tout numérique, ça tournerait le dos à une véritable éducation artistique. Ça, j'en suis convaincu qu'on est même là un peu à un carrefour. Hein. Il faut se méfier de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce qu'on peut pour autant renoncer totalement au numérique? Je ne crois pas, parce que ce serait justement, bizarrement, entériner une forme de partage du sensible imposée, celle qui fait que certains sont loin ou n'ont pas accès culturellement, socialement, etc. Donc, il faut bien s'en servir. Mais je suis aussi convaincu par la réflexion de Nelson Goodman sur la fonction d'activation des œuvres et sur l'usage des reproductions, y compris le numérique. Donc, le numérique peut nous permettre effectivement d'activer les œuvres d'art, c'est clair, mais à condition de ne pas oublier que la rencontre esthétique avec les œuvres elles-mêmes ne peut pas avoir lieu sans l'activation de la sensibilité esthétique, qui reste tout de même au cœur du sujet. Voilà. Et puis je crois que j'avais conclu là-dessus, mais bon, la suite, vous le lirez puisque c'est prévu. Voilà, simplement le dernier mot, ce serait pour souligner l'idée qu'il faut prendre pleinement au sérieux les dimensions anthropologiques de l'art. Je pense qu'on ne le fait pas assez souvent. Si on pensait véritablement que l'être humain est au moins autant homo aestheticus qu'homo sapiens, on aurait une école différente, ça c'est clair. On donnerait à l'art une toute autre place. Donc il faut avoir la philosophie de ses ambitions, si j'ose dire. Voilà. En vous remerciant de votre attention et en m'excusant d'avoir été peut-être un petit peu long. Merci beaucoup, professeur, pour cette conférence très riche. Et si on peut إذا سمحتوا غادي ندير واحد ملخص يعني مختصر جدا بالعربية مع ديال الطلبة ديالنا والطالبات بطبيعة الحال توضح لهم الرؤية أكثر بخصوص هذه المحاضرة القيمة والغنية. فبطبيعة الحال معروف على الأستاذ أنا كيرنا على أنه في تدخلاته حتى في الكتابات ديالو بطبيعة الحال في مقاربته لهذا الموضوع ديال التربية الفنية والثقافية دائما تيختار المنظور ديال الفيلسوف. لما تيختار بطبيعة الحال المقاربة ديال الفيلسوف دائما يعلن عن مرجعياته أو عن الخلفيات التي ينطلق منها أو الأدبيات التي ينطلق منها لكي يعالج الموضوع. لهذا فمعالجته لموضوع العلاقة بين التربية الفنية والرقميات بالنسبة إليه ليس مسألة تقنية، يعني أنه الفن يستعمل الرقميات من أجل تمرير شيء إلى غير ذلك، لا، هو بالنسبة إليه مسألة تتعدى ذلك. لذلك فلماذا؟ لأنها ترتبط بواحد المجموعة من الأبعاد لخصها في واحد جوج المفاهيم الأساسية هي اللي حاول ما أمكن أنه يوضحها، هي لا ديموكراتيزاسيون و لا نورماليزاسيون أو ليمونسيباسيون. فبطبيعة الحال حاول ما أمكن أنه يدير واحد المجموعة ديال الإحاطات ومجموعة ديال الأفكار بخصوص هذين المفهومين باش يوضح بطبيعة الحال الخلفية التي يستند عليها في مقاربته لموضوع العلاقة بين التربية الفنية والثقافية والرقمية. لذلك ينطلق واحد المفهوم أساسي هو مفهوم التجربة الجمالية.
وحاول بطبيعه الحال انه يوضح اهميه هذا المفهوم، ما المقصود بالتجربه الجماليه مقارنه بما يسمى بالتجربه العاديه او التجربه اليوميه، كيف تتشكل هذه التجربه من خلال اليومي، كيف ترسخها علاقتنا بالفن، وبطبيعه الحال كيف تساهم التربيه باعتبارها واحد الاداه اساسيه من اجل الترسيخ ومن اجل المحافظه ومن اجل تغذيه هذه التجربه الجماليه. فبطبيعه الحال بعد الاحاطه بهذا المفهوم مر الى الموضوع الاساسي اللي هو بطبيعه الحال هذه التربيه الفنيه والثقافيه وامتحان الرقميات. وطرح مجموعه من التساؤلات اساسيه، من بينها مثلا هل تساهم الرقميات في ترسيخ التجربه الجماليه؟ لانه ما تيهموش فقط غير بطبيعه الحال نستعملوا الرقميات كاداه تعلمات الفنيه او كوسيله لتقريب الفنون الى الناس، ولكن اللي كيهمو هو هذه التجربه الجماليه اللي كيعتبرها هي جوهر الفرد، باعتبار انها مفهوم انثروبولوجي، مفهوم انساني يعكس خصوصيات الفرد. اذا كيف تساهم الرقميات في ترسيخ هذه الجوانب؟ هنا بطبيعه الحال دائما في اطار هذه المقاربه الفلسفيه، الرقميات بالنسبه اليه ماشي اداه تقنيه، هي واحد النوع يعني بغينا نقولوا واحد الاداه اللي كتبني علاقتنا بالعالم، تعكس لنا العالم بطريقه ما. والفن باعتباره جزء من هذا العالم تساهم الرقميات في بلوره هذا النوع من العلاقه. لذلك فبطبيعه الحال كما تلاحظون حتى في الخلاصه ديالو اكد على واحد المساله مهمه جدا، وانه راه التربيه الفنيه والثقافيه ماشي هي فقط التعلمات الفنيه، ماشي هي فقط لاكسي او الوصول الى الاعمال الفنيه، ولكن هي اكبر من ذلك، لانه هو تيبلور واحد مفهوم اخر اكثر شموليه كيسميه التربيه على الحياه الجماليه، ليديكاسيون ا لا في استيتيك، واللي عندها واحد المجموعه من المقومات بطبيعه الحال اللي وضحها، سواء من استناده على جاك روسيير كفيلسوف، على استناده على كتاب ديال روزا الى غير ذلك من المفاهيم. اذا حاولت ما امكن فقط غير انني نقرب الطلبه والطالبات والحاضرين بطبيعه الحال اللي ربما يمكن يكون عندهم صعوبه في استيعاب هذا التصور. سافتح الباب للمناقشه، غادي نفتح واحد اللائحه محدوده باش نعطيو الفرصه بسرعه للقاعه تدخلات، وبعد ذلك باش نعطيو الفرصه للجلسه الثانيه. الله يخليكم، غير فقط ارجو اسئله يعني مباشره باش نخليو له الفرصه معنا استاذ انا كارنا، نخليو الفرصه انه اذا دي كيسيون ديريكت. اللي طرح سؤال بالعربيه غادي تساعدنا الاستاذه مريم خالد بطبيعه الحال من اجل صياغته الاستاذ بالفرنسيه باش يكون التواصل. Bonjour tout le monde, Mohamed Sefi de l'ENSAD, Université Hassan II de Casablanca. Donc vous avez, merci monsieur professeur Alain pour votre partage de votre expérience longue et généreuse. Et donc ma question se pose surtout sur si on a une expérience esthétique amenée plutôt avec des enfants qui peuvent rester pendant des heures et des heures jouer avec de la pâte ou donc dans un lieu artistique ou dans un atelier. Donc ils restent pendant ces heures-là épanouis, concentrés. Et aujourd'hui avec les natifs numériques, digital natives, on peut voir que ces enfants-là, ils peuvent rester même toute une journée devant leur smartphone. Alors comment vraiment essayer de les attirer vers ce monde de la matière naturelle, touchable? Comment et parfois est-ce qu'on peut avec de cet art numérique générer ou mettre en place une nouvelle expérience esthétique donc émanant de cet art qui est totalement numérique, oui. Éphémère. Merci. J'y crois, merci de votre question. Donc, moi j'y crois fortement, ça c'est évident, sinon je n'aurais pas dit ce que j'aurais dit, mais je peux l'illustrer et puis le développer si possible. Bon, d'abord, j'ai la conviction qu'il serait grand temps de remettre en place une éducation aux sensibles avec les jeunes enfants. Il faut commencer par là. Donc, ils ne manipulent plus, ils ne touchent plus. Bon, si l'école et la famille ne le font pas, ça va se perdre totalement. Donc, la deuxième remarque, c'est que des enfants qui sont fixés sur le numérique comme ça sont totalement inattentifs au reste du monde. Dès qu'ils en sortent, donc c'est pas vraiment une attention, c'est une addiction.
pour peut-être faire la différence. Hein. Donc, par contre, l'enfant qui est capable d'être très attentif sur une œuvre comme celle que l'on a vue tout à l'heure, on est aussi disponible pour le monde, plus aisément, il me semble en tout cas. Mais pour vous donner une illustration qui en même temps est pleine d'espoir, j'ai eu l'occasion de faire avec l'artiste que j'évoquais tout à l'heure une résidence artistique et philosophique dans un lycée à Saint-Christol-les-Alès, dans le sud de la France. Et puis, on a travaillé avec la classe logistique et transport, donc c'est encore du côté des camionneurs, hein, voilà. Et on a travaillé à une installation, toujours en jouant sur les jeux d'ombre, etc. Et à un moment, il y avait un groupe d'ados qui avait construit un joli vaisseau. Il y avait un projecteur qui était là, ils s'en sont emparés, ils se sont aperçus qu'il y avait une ombre gigantesque sur le mur, et qu'elle bougeait en même temps que le tableau. Ils étaient totalement extasiés. Et je me dis, mais c'est pas possible qu'on arrive avec des adolescents comme ça, donc pas facile par ailleurs, et y compris sur le plan scolaire, qu'ils retrouvent une émotion enfantine de cet ordre-là. C'est quand même rassurant. Ils sont capables de ça, là, pour le coup. Et donc, du coup, ils l'ont installé dans l'installation finale. Donc, il y avait un projecteur, et puis l'ombre du vaisseau. Dommage, je ne l'ai pas là, je l'aurais montré. Elle est très émouvante. Et dans la même résidence, il y avait un jeune garçon, donc jeune, il avait presque une vingtaine d'années, il avait pris beaucoup de retard, mais parce qu'il était immigré. Hein, donc, et on avait demandé donc, aux élèves d'apporter un objet qui évoque pour eux leur situation, la migration notamment. Et il est venu avec un gant de boxe. Alors ça, je ne revenais pas. Donc il a fallu qu'on accroche le gant de boxe au plafond. Et il expliquait qu'il avait choisi parce qu'un gant de boxe, disait-il, c'est doux à l'intérieur et dur à l'extérieur. Vous voyez, donc c'était quand même une manière d'investir le sensible pour dire ce qu'il sentait. Donc, moi, je serais assez rassuré là-dessus. Je crois que c'est possible. شكرا. ميرسي. إذا نعطيو الفرصة لواحد جوج ديال الأسئلة باش نعطيو الفرصة للجلسة الموالية ديال الندوة. ما عرفتش إذا كان باقي شي تدخل. تفضلي. Bonjour, Hanan Binnoun, doctorante en 4e année sous la direction de professeur Nadia Sabri. Je remercie d'abord professeur Alain Kerlan pour cette conférence richissime. Et je remercie aussi professeur Yosfi pour sa sollicitude dans l'organisation de cet événement académique d'envergure. Ma question est directe. Professeur Kerlan, vous avez parlé de la nécessité de penser à une éducation à la vie esthétique. Oui. Monsieur le ministre, en ouverture de ce colloque, a évoqué la nécessité d'asseoir les fondements d'un institut supérieur spécialisé en formation d'éducateurs en art et en culture. Et actuellement, dans le système pédagogique national au Maroc, nous n'avons pas encore accès aux abécédaires de l'éducation artistique. Est-ce que, de par votre expérience, vous estimez qu'il vaudrait mieux aller directement vers l'instauration de l'expérience esthétique sans prendre connaissance des abécédaires de l'éducation artistique? C'est-à-dire passer cette étape pour passer à l'étape supérieure. Merci. Moi, je dirais ça dépend. Si c'est une Bible, il vaut mieux l'éviter, c'est sûr. Mais sur l'Institut supérieur, il y en a un en France, mais Marie-Christine Bordeaux le connaît mieux que moi, elle pourrait en parler. اوكي باقي شي سؤال؟ شي واحد دار المتدخل الاخير؟ تفضل. C'est d'abord votre propre expérience qu'il faut mettre en scène, je crois. Ça passe par vous, avant de passer par quoi que ce soit, ça c'est clair. Je vous remercie, monsieur Alain. Je suis Salahdine Jahid, étudiant-chercheur à la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan. Ma question est très simple. Je suis un peu distrait, excusez-moi. Une dernière question, monsieur Alain. Donc, quand on parle de l'éducation artistique, à votre avis, l'expérience esthétique est-elle basée avant tout sur le goût esthétique ou le pur jugement esthétique, comme dit Kant, ou est-elle basée sur la prise de conscience du sens que porte l'œuvre d'art? Est-ce qu'on doit pousser l'élève ou l'étudiant à admirer l'œuvre d'art ou plutôt de le comprendre?
de comprendre le sens de cette œuvre. C'est ça ma question. Oui, je comprends aussi, merci. Après tout ce que je vous ai dit, c'est évident que je mettrai d'abord l'accent sur la rencontre avec l'œuvre. Alors, il est certain que si on est totalement incompétent ou ignorant, la rencontre est très particulière puisqu'elle n'a pas cette activation nécessaire, hein, donc j'ai bien conscience que c'est nécessaire. Mais, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? J'imagine que quand vous entrez dans une salle d'exposition d'art d'aujourd'hui, par exemple, ou même dans un musée, vous ne connaissez pas nécessairement les artistes, leur histoire, leur école, et vous arrivez à être interpellé par une œuvre plutôt qu'une autre. Il y a un moment où c'est vous, en tant que personne, qui vous sentez touché par cette œuvre-là. Alors après, vous pouvez commencer à chercher à la comprendre. Vous pouvez même éventuellement, du coup, vous intéresser à l'auteur, hein, c'est clair. Ça, c'est une situation. Je crois que la situation est différente selon qu'il s'agisse d'œuvres qui appartiennent au patrimoine. Et dans ce cas, ils sont toujours déjà connus, même avant de les connaître. Hein. Ils sont là dans la mémoire collective, on sait que ça existe, on connaît le nom plus ou moins donc, de l'artiste en question. Ça fait partie de l'activation intellectuelle de l'œuvre, comme on pourrait le dire, que j'évoquais donc tout à l'heure. Hein, l'activation intellectuelle de l'œuvre n'est pas incompatible avec son activation esthétique. Voilà. Mais elle ne doit pas la recouvrir non plus. Il ne faut pas trop comment dire, il serait intéressant de comprendre la nature du plaisir supplémentaire que nous apporte le fait de mieux connaître. Moi, je pense que ça accentue aussi le plaisir du sensible, hein, ça c'est clair. Mais quelquefois, ça peut le recouvrir. On n'est pas sûr que ça suffise, en tous les cas, à y accéder. Avec des enfants, face à un tableau, il faudrait peut-être commencer par les laisser réagir aux formes, aux couleurs, comme ils le font eux-mêmes dans leur propre pratique, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu totalement à votre question. Merci. Bon, merci à vous. ميرسي بروفيسور. اذا شكرا للاستاذ انا كيلر. غادي يبقى معنا في هذا اليومين بطبيعه الحال، ممكن حوارات هكذا جانبيه. اذا بسرعه باش خدينا واحد ربع ساعه من وقت الجلسه الثانيه، ولكن غادي ندوزو مباشره للجلسه الثانيه.